Vous allez aux États-Unis, vous demandez au Congrès américain une information. Vous avez des Sénégalais qui vivent aux États-Unis, dont votre confrère journaliste Baba Aïdara, qui appelle le Congrès américain pour dire je veux le contrat de comment ça s'appelle Cosmos, et dans les 24 heures on lui envoie ce contrat sur sa boîte mail. Ça c'est une exigence élémentaire parce que c'est les biens du peuple sénégalais, ce n'est pas les biens de Macky Sall, encore moins de son gouvernement. Nous exigeons que tous ces contrats-là soient publiés, d'autant que nous émettons de sérieux soupçons sur les véritables propriétaires des 10%. Nous ne sommes pas sûrs que ces 10%-là aient été inscrits au nom du peuple sénégalais à travers son État. C'est une exigence démocratique et de transparence. L'autre élément, toujours dans la gestion de ces ressources-là, c'est que nous exigeons quand même que les conséquences fiscales des transactions et des manipulations sur les titres miniers, les titres minéraux de manière générale, qui se font sur le dos du Sénégal, soient correctement fiscalisées. On ne peut pas tout perdre quand même dans ces opérations. On ne peut pas donner nos puits de pétrole à des entreprises, nous dire qu'on n'a que 10%, que ces entreprises-là, sans réaliser le moindre investissement, repartent sur le marché international pour vendre ces titres-là à coût de centaines de milliards, sans que l'administration fiscale n'en tire les conséquences fiscales. Et je rappelle que nous l'avions dit dans le dossier Petrotim, qui implique le frère du président de la République, Aliou Sall, que dans ce dossier-là, Petrotim a revendu ses 90% à Cosmos, et quand nous avons fait nos calculs, c'était 300 milliards minimum, qu'il y avait minimum 90 milliards de recettes fiscales à réclamer. Et pourquoi, jusqu'à présent, la Direction générale des impôts et des domaines ne veut pas réclamer cet argent des Sénégalais? Et il y a toujours des transactions de ce genre, puisque Phare Énergie a vendu une des parts à Cairn Énergie. Sur toutes ces transactions, il y avait des conséquences fiscales. Et toutes ces opérations réunies, c'est des centaines de milliards qui auraient pu entrer dans les caisses de l'État et qui ne le sont pas simplement par négligence et parce que ce pays est plombé par des lobbies. On vous attribue des marchés sans aucune référence, sans aucune base, on vous accorde des exonérations et même quand vous sortez de ce marché pour vendre, on demande à ceux qui doivent réclamer les impôts des Sénégalais de ne pas les réclamer. C'est un scandale et c'est une aberration. L'autre point que nous voulions aborder, c'est la suite logique des rapports des corps de contrôle. Deux observations par rapport à ça. Il y a un débat ambiant. Les gens disent oui, chaque année les corps de contrôle sortent des rapports, ça sert à quoi, il n'y a pas de poursuite, etc. Nous voulons d'abord nous féliciter vivement ces corps de contrôle. Les féliciter pour leur professionnalisme, pour leur détermination et surtout pour leur résistance à toutes sortes de pressions qu'ils subissent de la part de ce pouvoir qui lui-même en avait créé beaucoup et pensait que ça devait être des corps cosmétiques pour dire aux bailleurs prêtez-nous de l'argent, voyez chez nous ça marchait bien, on a même des corps de contrôle, on a ceci, on a cela. Nous les félicitons tous, IGE, Cour des comptes, CENTIF, mais avec une mention spéciale à l'OFNAC, dont il faut saluer l'action et féliciter la présidente qui abat un travail extraordinaire, nonobstant toutes les pressions qu'elle subit de ce pouvoir exécutif opaque qui veut de tout sauf d'une gestion sobre et vertueuse. Le second élément maintenant, c'est que nous formulons des exigences. Vous savez, dans un rapport émis par un corps de contrôle, il y a une dimension politique, une dimension juridique, une dimension administrative. La dimension politique, c'est que le président de la République, malheureusement, tant qu'on n'aura pas réformé sérieusement ces corps de contrôle, parce que dans certains pays, l'équivalent de l'OFNAC
transmet directement son rapport au juge qui ouvre une procédure. On n'a pas besoin de passer par un président de la République, encore moins d'attendre la saisine du procureur. Dans d'autres pays comme le Burkina, le rapport qui est formulé par ce corps de contrôle, vos instructions, on n'a pas besoin de saisir après le juge d'instruction et on peut enclencher directement la poursuite. Si on veut vraiment la transparence, il faut arriver à ce niveau-là. Mais en attendant d'y arriver, nous pouvons au moins exiger que les conclusions administratives de ces rapports soient appliquées. Je donne un exemple très simple. Dans le dernier rapport de l'IGE, des développements ont été faits sur la gestion scandaleuse d'un titre foncier qui s'appelle le titre foncier Bertin, qui se trouve à Sangalkam, à Bambilor. Et les corps de contrôle ont fait un excellent travail, et c'est un élément que vous trouvez aussi bien dans le rapport de l'IGE que de la Cour des comptes, et qui a abouti à démontrer que l'État du Sénégal a perdu 38 milliards dans la gestion de ces dossiers-là. Et toutes ces mesures-là, c'était des recommandations formulées à l'endroit de la Direction générale des impôts et des domaines pour dire réclamer la taxe de plus-value sur telle opération, les droits d'enregistrement sur telle autre opération, les redevances domaniales sur telle autre opération, annuler tel bail qui n'a pas respecté la procédure, et ainsi de suite. Mais pourquoi aujourd'hui cette administration n'applique pas ces recommandations-là pour qu'au moins l'argent du peuple sénégalais rentre dans le budget? Et nous en profitons pour dire que si on continue à fermer les yeux sur ces magouilles jusqu'à ce que la prescription les frappe, parce que vous savez qu'en matière fiscale, il y a une prescription de 4 ans, nous tiendrons pour personnellement responsable la Direction générale des impôts et le ministère des Finances. Parce que c'est ce qu'on appelle un délit d'administration. Vous avez l'habitude d'entendre le délit de justice, il y a le délit d'administration. Rien ne justifie, aussi bien pour ces dossiers-là que pour l'affaire Petro-Tim, rien ne justifie que les faits soient là, constants, consignés dans des rapports, les acteurs sont encore là, avec les milliards qu'ils ont pu gagner à travers ces opérations nébuleuses, et qu'une administration refuse de réclamer l'impôt. Alors que le petit contribuable qui ne peut même pas s'en sortir est matraqué tous les jours. C'est inadmissible et nous constituerons en partie civile ayant intérêt à agir pour réclamer à ce que ceux qui ont fait ce délit d'administration soient poursuivis parce que c'est un délit et c'est une faute pénale. L'autre point que nous voulons aborder enfin a trait à la traque des biens mal acquis. Vous avez tous connaissance de ce qui a été notre position quand même relativement à la traque des biens mal acquis. Nous avons très tôt considéré que le Sénégal n'avait pas besoin de ce machin qu'on appelle CREI. Nous avions tous dit que c'est une juridiction politicienne, dangereuse, subjective, partiale, et qui n'allait servir qu'à une chasse aux sorcières. Quelques années plus tard, l'histoire nous a donné raison. Nous étions presque très isolés quand on disait ça, et nous avions toujours dit qu'il ne faut pas que les gens confondent cette position-là avec une posture de refus de la transparence ou de couverture des malversations et des magouilles. Mais nous avions considéré, nous, qu'une juridiction moderne, ce qu'on nous a appris depuis les premières années de fac de droit, c'est une partie qui accuse, qui charge et qui amène ses preuves, et une autre partie qui se défend, et un juge qui tranche. C'est ça la justice. Même la justice religieuse marche comme ça. Mais la justice, ce n'est pas de dire, madame, vous avez une belle chaîne, je vous mets d'abord à Rebeuss, vous allez me dire comment vous avez eu cette chaîne, et j'envoie des gens faire des commissions rogatoires.
C'est pas ça la justice. Et l'histoire nous a donné raison, parce que le dénouement ridicule et triste de cette affaire-là, puisque apparemment cette traque ne visait qu'une personne, mais il fallait un peu habiller ça en mettant quelques hauts fonctionnaires, quelques hommes d'affaires et tout et tout. Ce dénouement ridicule où on a perdu le peu de dignité qui nous restait, nous, en tant que Sénégalais, parce que, franchement, avant, on recevait des ordres et des instructions de la France ou des États-Unis ou je ne sais quoi, mais maintenant, on les reçoit du Qatar. Et ces gens-là, en 1960, ils étaient sous des tentes dans le désert. Ils ont découvert du pétrole en 1970, et maintenant, c'est eux qui viennent garer leur jet privé, sortir des prisonniers, les embarquer et s'en aller. Vous croyez que Macky Sall aura le courage d'aller voir le roi du Qatar pour lui dire, écoutez, vous avez un prisonnier politique ici, je viens le prendre, je le mets dans mon jet et puis je l'amène au Sénégal. On a des domestiques sénégalais qui sont emprisonnés, malmenés là-bas, on n'ose même pas faire un communiqué pour dénoncer. Et ces gens-là viennent aujourd'hui influer sur la marche du Sénégal et sur le déroulement de nos procédures judiciaires et pénitentiaires. Vraiment, avec Macky Sall, on a perdu le peu de dignité et de crédibilité qui nous restait. Et c'est grave. Mais le plus grave encore, c'est quand les autorités osent se mettre devant le peuple pour justifier cette mascarade-là et, excusez-moi du terme, se livrer à des mensonges extraordinaires. Vous avez entendu un ministre d'État dire ici, immédiatement au lendemain de la libération, ou le même jour, faire une conférence de presse pour dire « Oui, on a rapatrié 50 milliards ». Nous demandons à ce que ce ministre nous dise en quoi consistent ces 50 milliards, ça concerne qui et quelle procédure, si c'est de l'argent, dans quelle loi de finances et dans quel chapitre budgétaire ils l'ont inscrit, si c'est du foncier, quand est-ce qu'ils ont opéré la mutation au nom de l'État, j'insiste pour dire au nom de l'État du Sénégal, et si c'est des entreprises, qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils ont, quand est-ce qu'ils ont procédé au changement des actions pour les mettre au nom de l'État du Sénégal. Nous savons de source sûre que AHS et ABS ont été nationalisés. Nous incitons les journalistes quand même à tout faire et nous demandons également à l'État de produire les statuts actuels de ces entreprises. Parce que vous ne serez pas à l'abri de découvrir que certains en ont profité pour prendre des parts d'action en utilisant des prête-noms. Qu'ils nous prouvent que 100% des actions ont été nationalisées et inscrites au nom de l'État du Sénégal. Sur le plan foncier, la traque des biens mal acquis est en train de se transformer quand même en recel des biens mal acquis. Parce que nous avons des éléments ou des biens supposés appartenir à M. Karim Meïssa Wade, des biens fonciers, ont été récupérés, mais immédiatement réattribués à des proches de Macky Sall. Si c'est ça la traque des biens mal acquis, je considérais moi que si vous récupérez des biens mal acquis au peuple sénégalais, vous devez les restituer au peuple sénégalais. Mais vous avez des titres fonciers dont certains coûtent des milliards, parce que quand vous avez 3